L'objectif de ce module est de présenter les patrons algorithmiques de base tels que la gestion du temps, la gestion du fenêtrage, la gestion des variables internes, patrons qui sont repris dans la plupart des protocoles. Pour ce faire, nous utiliserons le protocole liaison de données HDLC. L'objectif de ce module est donc de définir tous les éléments fonctionnels du protocole, c'est-à-dire de reprendre le modèle, les structures de données autour des PDU, montrer comment la PDU est construite en élaborant une PCI et une partie SDU, puis gérer un adressage logique, définir les modalités de gestion des interactions avec les couches adjacentes, couche du dessus et couche du dessous, et nous introduirons également les patrons propres à la gestion du temps et au contrôle de flux. Pour ce faire, nous utiliserons le protocole HDLC, le protocole liaison de données. C'est le premier protocole moderne qui a permis effectivement l'introduction des PDU. Les besoins sont très réduits du contrôle de flux, de la gestion de buffer. C'est donc un protocole toujours utilisé à toutes les sauces, que ce soit pour les réseaux locaux ou la téléphonie, qui présente toutes les caractéristiques nécessaires pour vous montrer tous ces mécanismes. Commençons par présenter le protocole HDLC. C'est un protocole de niveau 2, donc de liaison de données, et c'est vraiment le premier protocole moderne qui a été défini dans les années 70. Ces mécanismes sont repris par plusieurs protocoles et standards. On trouve ainsi le protocole HDLC défini dans les standards OSI 3309 et 4335 ou au CITT sous l'angle du X25.2 pour la version symétrique par exemple et I440 pour le protocole LAPD qui est utilisé en téléphonie numérique. On l'utilise également dans différents réseaux locaux. En parallèle à la standardisation, ce qui a fait la force de HDLC est que IBM a sorti un produit reprenant à plus de 90% les grands principes de HDLC. On a pu ainsi montrer la faisabilité des éléments introduits dans ce protocole. Le protocole HDLC est un service de niveau liaison de données. Il va utiliser un service physique qui doit offrir une liaison en mode synchrone et full duplex, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir échanger des chaînes de caractères, parler et écouter en même temps. Le coupleur physique assure aussi d'autres fonctions telles que la gestion de la synchronisation et la transparence, mais également on lui sous-traite la détection d'erreurs par un code cyclique normalisé. En effet, HDLC permet d'assurer la transmission transparente d'une chaîne de bits quelconque, de manière bidirectionnelle et simultanée. La liaison de données devant assurer la fiabilité des transferts, on utilise un code cyclique, c'est-à-dire un polynôme générateur de degré x15 plus x12 plus x5 plus 1, qui permet de diviser la chaîne de caractères transmise et d'obtenir un quotient dont on se moque, mais surtout un reste. C'est le reste qui sera transmis à l'interlocuteur et qui permet de résumer en quelque sorte les données. Si jamais il y a eu erreur au moment de la transmission, eh bien à l'arrivée on fait la même opération de division, on trouvera un reste qui sera différent. Ceci permet donc de garantir la véracité des données. On adopte une stratégie simple pour la gestion des erreurs, c'est-à-dire que toute trame erronée est fausse, jetée, et on répétera donc ces trames erronées, on n'essayera pas de les corriger directement. Enfin, le protocole HDLC permet de faire du contrôle de flux avec anticipation, c'est-à-dire qu'on peut envoyer plusieurs données avant de savoir si toutes sont bien reçues. L'autre force du protocole HDLC est d'avoir défini une couche liaison de données dans différents cas de figure, point à point ou multipoint. Multipoint, historiquement, en mode dissymétrique, où un ordinateur pouvait communiquer avec différents terminaux, avec des invitations à émettre qui étaient envoyées à chacun des terminals à tour de rôle, et point à point, soit en mode dissymétrique, lorsqu'on n'a qu'un ordinateur et un terminal, par exemple, ou en mode symétrique, quand on a deux ordinateurs qui doivent dialoguer de pair à pair. Ainsi, le protocole HDLC a été construit sous forme de différentes versions et sous-ensembles. Le mode dissymétrique paraissant le mode de fonctionnement normal, un ordinateur et des terminaux, c'est pour ça que c'est le mode qui s'appelle normal, en mode dissymétrique. Une autre tendance aura été de dire le mode autonome, c'est-à-dire qu'on aura tantôt l'une des machines qui sera maître, qui décidera, et l'autre machine qui sera secondaire, qui subira. En parallèle, d'autres travaux ont été ouverts pour créer un mode symétrique et totalement équilibré, permettant des échanges en mode bidirectionnel dans les deux sens, à l'initiative des deux équipements qui sont connectés au niveau de la liaison de données. Les options sont très bien codifiées et assurent la portabilité de l'ensemble.
Commençons par un rappel sur l'organisation des PDU. Dans le protocole HDLC, on a introduit la notion de PDU. Vous avez l'information optionnelle qui représente la SDU, c'est-à-dire les données que la couche du dessus va nous demander d'émettre. Pour pouvoir émettre ces données, on va être amené à insérer des éléments de contrôle pour gérer le protocole. C'est la PCI. Cette PCI va débuter avec un caractère qu'on appellera le fanion, qui va être destiné à dire qu'on commence une PDU de niveau liaison de données. Puis, on utilisera aussi ce fanion comme fanion de fermeture, c'est-à-dire un caractère spécial qui sera envoyé lorsqu'on aura fini d'émettre les données. On a donc ainsi un marqueur permettant de borner la taille de la PDU de liaison de données. Une fois qu'on a ouvert la PDU, la première chose qu'on va dire, c'est à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'adresse du destinataire. Puis on aura un champ de commande qui nous permettra de placer les différentes variables qu'on doit échanger et de typer également les PDU. Lorsqu'on aura envoyé toutes les informations, on pourra aussi ajouter automatiquement le code cyclique, c'est ce qu'on représente par le FCS, représentant le reste de la division de toute la PDU qu'on a envoyée par le polynôme générateur. À l'arrivée, on fait exactement la même opération. Si on a un code cyclique cohérent, eh bien, la trame est bonne, on n'a pas eu d'erreur. Si le code cyclique est différent, eh bien, à ce moment-là, on jettera la trame qui sera erronée. Le problème vient de ce qu'on a un fanion. Ce fanion est composé d'une grande chaîne de 1 encadrée par 2 zéros. On doit donc protéger ce fanion, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucune information envoyée ne corresponde à ce caractère fanion. Pour cela, on sous-traite à la couche physique une fonction de transparence. Pour protéger le fanion, la couche physique va compter le nombre de bits à 1. Ainsi, si on arrive à 5 bits à 1, alors on insérera un 0 et on pourra remettre à 0 le compteur. On a donc bien protégé le fanion puisque au départ, on enverra le fanion que lorsqu'on veut vraiment l'envoyer explicitement. Sinon, on rajoute des bits en plus. Alors, les bits qu'on a rajoutés en plus, bien sûr, seront supprimés lors de la réception. On va donc incrémenter un compteur à la réception décrivant le nombre de bits à 1 qu'on reçoit. Si le bit est à 0, on va remettre à 0 le compteur. Tant qu'on a un compteur inférieur ou égal à 5, on n'a pas de problème. Si on arrive à 6, on a une présomption de fanion. Si on arrive à 7 bits à 1 et qu'on a le bit suivant qui est à 0, c'est un fanion. Sinon, on maintient la ligne à l'état haut, c'est ce qu'on appellera une erreur, un abort. Bien évidemment, dès qu'on trouve un 0, lorsque on a eu suffisamment de 1 à la suite, c'est-à-dire si j'ai eu 5 1 à la suite et que le bit suivant est à 0, eh bien ce bit à 0, je l'enlèverai systématiquement. Pour pouvoir construire la PCI, on va mettre différents types de trames permettant de dire ce qu'on veut faire à la couche liaison de données d'en face. On va vouloir envoyer des données. Donc j'ai des trames d'information et des trames de supervision. Pour faire la différence entre les deux, j'ai besoin d'un bit. Ce sera le bit de poids faible qui sera positionné à 0 pour les trames d'information. Elles seront destinées à transférer les SDU. Les trames de supervision, quant à elles, doivent me permettre de traiter différents cas. La connexion à la libération, mais également de travailler avec les trames d'information qui seront transmises. On parlera alors de trames de supervision non séquencées, les trames U, pour tout ce qui va concerner la connexion à la libération. Par contre, les trames de supervision séquencées feront référence à l'acquittement positif ou négatif des trames d'information transmises. On aura, en outre, à préciser le type de trame de supervision. Par exemple, pour les trames de supervision séquencées, il va falloir pouvoir dire différentes choses. Par exemple, dire qu'on a bien reçu des données et qu'on attend la suite. Qu'on a bien reçu des données, mais qu'on n'a plus de place pour récupérer la suite. Ou qu'on a mal reçu les données. J'ai donc au moins 3 choses différentes à dire. Il me faut donc 2 bits. Les bits suivants, qui vont rester dans le champ de la PCI, qui est sur un octet, vous devrez me permettre de dire quel est le numéro que j'attends. On va décider de mettre ce numéro attendu sur 3 bits. Je garde un bit au milieu pour des fonctions annexes. Ainsi, la trame d'information va être constituée de son type et également du numéro émis sur 3 bits. Je garde un bit au milieu. J'ai à nouveau encore 3 bits de disponibles, ce qui me permettra de caser aussi le numéro attendu. Enfin, dans les trames de supervision non séquencées, je peux conserver les autres bits disponibles pour coder le type.
Vous trouvez ici, sur ce transparent, l'inventaire de l'ensemble des trames de supervision non séquencées avec la valeur de code qu'il aurait associée. On peut noter que plusieurs commandes correspondent à la phase de connexion, permettant ainsi de définir dans quel mode on doit se connecter. En revanche, je n'ai qu'un seul type de trame pour la déconnexion, puisque dans tous les cas, il suffit de dire au revoir. UA permet de dire qu'on est d'accord. DM permet de dire qu'on est déconnecté. Revenons maintenant sur le transfert de données. Les données sont transmises par des trames I et on notera dans le champ qui s'appelle N de S le numéro de la trame émise. Ce champ N de S est sur 3 bits, il débute à 0 et donc on numérote de 0 à 7 et on revient ensuite à 0. Une trame d'information est acquittée par une trame RR ou RNR. RR, j'ai bien reçu, j'attends la suite. RNR, j'ai bien reçu mais je n'ai plus de place pour attendre la suite. Dans ce cas-là, on va ajouter le champ NR, c'est-à-dire le numéro de la trame qu'on attend dans la trame S. On voit bien alors que si je dis que j'attends la trame 2, ça veut dire que j'ai reçu la 0 et la 1. Si je dis que j'attends la trame 1, ça veut dire que j'ai reçu la 0. Si je dis que j'attends la trame 3, ça veut dire que j'ai bien reçu la 0, la 1 et la 2. Comme j'ai également ce champ NR présent dans la trame I, il est aussi tout à fait possible d'acquitter une trame d'information par une autre trame d'information. Ainsi, une trame d'information où figure le champ NR va pouvoir acquitter en disant que j'envoie la trame 0 mais j'attends ta trame 3. Cela signifie que c'est bien ma première trame que j'envoie, mais comme j'attends la trame 3 de mon interlocuteur, j'ai bien reçu la 0, la 1 et la 2. On utilisera les trames de type REG pour contrôler les erreurs et on répétera toute trame manquante. Commençons maintenant de gérer un adressage logique. Il faut comprendre qu'HDLC a été défini dans le cadre d'abord d'une connexion dissymétrique multipoint. Une machine primaire, l'ordinateur devait envoyer des commandes à l'un des terminaux, à l'une des machines secondaires. Il était donc impératif de pouvoir, dans la commande, identifier l'adresse du terminal à qui on la destine. De même, lorsqu'un terminal répond, il est important que l'ordinateur puisse savoir de quel terminal vient la réponse. On a donc une première règle dans HDLC. Commandes et réponses doivent avoir la même adresse. Et on mettra l'adresse de la machine secondaire. Alors dans le mode dissymétrique, c'est très facile puisqu'il s'agit simplement de prendre en compte l'adresse en dur de l'ordinateur et l'adresse en dur de la machine secondaire, qu'on soit en multipoint ou en point à point. Notons que ce principe d'adressage est également repris dans un modèle de bus, par exemple, vu en architecture. En revanche, lorsqu'on est en mode symétrique, le problème est beaucoup plus compliqué, puisque vous avez à la fois des fonctions primaires et des fonctions secondaires sur chaque machine. On mettra toujours l'adresse d'une fonction secondaire, c'est-à-dire l'adresse de la machine qui est secondaire sur l'échange. Ainsi, une commande va dire à qui on envoie la commande et la réponse dit toujours d'où vient la réponse. On est donc totalement compatible avec le mode dissymétrique. Récapitulons, l'adresse transmise est toujours celle de la station ou de la fonction secondaire. En mode dissymétrique, ce statut est permanent, alors qu'en mode symétrique, il faut identifier qui utilise la fonction secondaire. On est secondaire quand on accepte une connexion ou une libération, ou quand on est collecteur de données. Notons qu'il est possible d'avoir deux flux de données dans chaque sens, commande et réponse. On peut donc voir circuler alternativement les adresses de chacune des machines. Prenons un exemple. Dans la version symétrique, l'app B, on a un flux de commandes. Les commandes étaient historiquement émises par le réseau d'une entreprise vers le réseau de l'opérateur télécom. On parle d'hôte pour décrire le point d'accès de l'entreprise vers le réseau de l'opérateur et de réseau pour décrire le point d'accès réseau offert par l'opérateur. C'est tout à fait similaire à ce qu'on va retrouver aujourd'hui avec une box, par exemple, et un DSLAM. Vous avez donc à prendre en compte des commandes qui sont émises par la station hôte vers le réseau et qui portent l'adresse A égale 1. Dans le standard, on précise également que les réponses émises par la station hôte vers le réseau portent l'adresse B égale 3, que les commandes reçues par la station hôte depuis le réseau portent l'adresse B égale 3 et que les réponses reçues par la station hôte depuis le réseau portent l'adresse A égale 1. Vous voyez que ces différentes lignes
présente les différentes flèches sur le schéma de gauche. Par contre, le standard les donne dans cet ordre-là. Ce n'est pas l'ordre logique. Si je m'intéresse, je vais dire que les commandes émises par l'hôte vers le réseau portent l'adresse A égale A. Il semble donc que le réseau ait l'adresse A. Et que donc, de manière complémentaire, les réponses reçues par l'hôte depuis le réseau porteront l'adresse A, l'adresse du réseau. De même, je peux m'intéresser aux commandes reçues par la station hôte depuis le réseau, la troisième ligne, qui correspond à la commande portant l'adresse B égale 3, l'adresse B étant l'adresse de l'hôte. Et en retour, j'aurai la réponse, la deuxième ligne, la deuxième assertion, émise par la station hôte vers le réseau porteront l'adresse B égale 3. On commence donc à voir par ce transparent que la présentation de ces informations n'est pas toujours très claire dans le standard, puisqu'ici j'ai simplement repris les différents éléments du standard. Faisons un petit exercice. Vous pouvez identifier sur ce système les adresses qui devront circuler lorsque une machine primaire va demander la connexion et que la machine secondaire répondra. On va dire que vous avez un échange avec A et B. Traitons maintenant le cas de la gestion des collisions d'appels. Lorsqu'on va avoir des appels simultanés. Lorsque j'ai une architecture dissymétrique, la machine primaire peut seule demander la connexion. La machine secondaire, une fois qu'elle est bootée, peut simplement se plaindre et dire qu'elle n'est pas connectée. Ainsi, on a le premier schéma. Votre machine secondaire qui souhaite être connectée va envoyer une trame DM qui est une réponse. Donc on va mettre son adresse et dans ce DM, on va dire « Coucou, je suis là, je suis déconnecté ». La machine primaire, quant à elle, veut connecter le secondaire. Si tout se passe bien, le secondaire commence par envoyer DM, la machine primaire enverra SNRM et le secondaire répondra UA. Mais certaines fois, le système peut se gripper. C'est-à-dire que la machine primaire peut envoyer sa demande de connexion en même temps que le secondaire vient d'être booté et dit « Coucou, moi je suis là, je suis déconnecté ». Que se passe-t-il alors? Vu du secondaire, il dit « Moi je suis déconnecté », il reçoit une demande de connexion, et il va l'accepter. Le secondaire est alors connecté normalement. Par contre, adoptons le point de vue de la machine primaire. La machine primaire a lancé une connexion avec SNRM et elle reçoit en retour DM. Je reste déconnecté. La machine primaire va donc pouvoir en conclure que le secondaire a décliné sa demande de connexion. Seulement, le problème est que un petit peu après, elle va recevoir « OK », mais « OK » à quoi? Je ne comprends plus. Pour résoudre ce problème, qui s'appelle une collision d'appel, on va utiliser le petit bit qui était resté disponible dans la description des trames. Vous savez, ce petit bit que je vous avais mentionné en disant « il reste vide au milieu ». On va l'appeler ce bit le bit PF, de polling et de finish. Une recommandation dans le standard dit qu'une commande et une réponse doivent avoir la même valeur pour le bit PF. Commande P, réponse F. Commande et réponse ont la même valeur. Par contre, lorsqu'on se connecte, on vous recommande de le mettre à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va envoyer le premier DM pour dire « Coucou, je suis là, moi je suis déconnecté », eh bien, tous les constructeurs de terminaux avaient laissé ce bit F à 0. Si j'applique la règle, que va-t-il se passer? Le secondaire dit « Moi je suis déconnecté, DM, bit F à 0 ». Je reçois une demande de connexion, figure le bit P à 1. Je vais donc naturellement répondre avec un UA et le bit F à 1. Côté primaire, eh bien côté primaire, on va commencer par envoyer la demande de connexion SNRM avec un bit P à 1. On reçoit DM avec un bit F à 0. Ah, F est différent de P? Ce n'est pas une réponse, c'était un DM non sollicité. Il vient d'être booté, c'est pas grave, je l'ignore. Je reçois ensuite le UA avec un bit F à 1. Je comprends alors qu'il s'agit bien de l'acceptation de ma demande de connexion. Je n'ai plus d'ambiguïté. Alors, à titre d'exercice, peut-on avoir une collision d'appel pour la déconnexion? Et doit-on avoir une valeur particulière pour le bit PF? Pour le cas de la déconnexion, oui, on peut effectivement avoir une collision d'appel, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une machine qui est réinitialisée. Mais ce qui compte, c'est que les deux partenaires soient déconnectés. Donc on se moque de savoir qui a commencé. Les deux pourront renvoyer DM, on est déjà connecté et on ne vérifiera pas plus loin. Il n'y a donc aucune recommandation concernant le bit PF pour la déconnexion. Prenons maintenant les patrons propres à la gestion des échanges d'informations. Nous allons débuter par la gestion des acquittements. Il y a plusieurs solutions possibles.
On peut acquitter trame par trame. C'est le cas pour les trames de supervision non séquencées, par exemple, et on va utiliser alors systématiquement des temporisations pour s'assurer que la donnée est bien arrivée et n'a pas été perdue. On peut aussi décider d'acquitter par groupe de trames, ce qui est le cas des trames d'information. Ceci suppose donc de compter et de numéroter les trames émises et attendues. Lorsqu'on décide de travailler dans le protocole HDLC pour les trames d'information, le fonctionnement par défaut est défini par groupe de trames. Mais on peut, grâce au bit PF qu'on positionne à 1, passer dans une logique d'acquittement trame par trame en mode symétrique. Notons qu'on passera en acquittement trame par trame lorsqu'il s'agit de l'envoi de la dernière trame d'information, on ne va pas attendre un temps indéfini pour obtenir un acquittement, ou lorsqu'il y a un fort taux d'erreur. Le contrôle de flux est une fonction de base présente également dans d'autres protocoles. Lorsqu'on veut acquitter, soit trame par trame, soit plusieurs trames à la fois, il va falloir prendre en compte l'occupation des buffers à l'interface avec la couche du dessus et donc la vitesse de traitement de cette couche du dessus. Cela ne sert à rien d'acquitter des informations trop rapidement si la couche du niveau supérieur n'a pas pu les traiter et si on n'a plus de place pour stocker les données suivantes. On parlera alors d'une fenêtre d'anticipation de taille fixe ou de taille variable. Dans le cas HDLC, nous aurons une taille fixe qui va être fixée à 3 PDU de couche liaison. Par exemple, dans le cas du protocole TCP, nous aurons des fenêtres de taille variable définies en nombre d'octets. Il faut donc utiliser le contrôle de flux pour adapter l'émission aux capacités de traitement-réception et donc être capable de suspendre l'émission si la couche du dessus ne traite pas suffisamment vite les données et pouvoir également signaler la reprise possible. Dans le protocole HDLC, nous travaillerons avec une fenêtre d'anticipation de 3. La fenêtre d'émission décrit les trames que l'on peut émettre sans avoir à attendre obligatoirement un acquittement. En fin de fenêtre, on devra impérativement avoir un acquittement. La fenêtre de réception décrit les trames que je peux recevoir sans être obligé d'expédier immédiatement un accusé réception. Par contre, en fin de fenêtre, je devrais envoyer immédiatement l'accusé réception. Prenons un exemple. Je suis sur une machine avec une fenêtre d'émission WE, une fenêtre de réception WR. L'ouverture de la fenêtre est de 3. Ça veut donc dire que j'ai le droit d'émettre et de recevoir les trames 0, 1, 2. Supposons que j'envoie ces trames d'information et que je reçoive une trame RR, disons j'ai bien reçu ta trame 0, j'ai bien reçu la trame 1, j'ai bien reçu la trame 2, j'attends ta trame 3. À ce moment-là, ma fenêtre d'émission va passer à 3, 4, 5. Ma fenêtre de réception ne compte que les données, elle reste donc à 0, 1, 2. La machine destinatrice me renvoie également une autre trame RR, me disant j'ai bien reçu la 3, j'ai bien reçu la 4, j'attends la 5. Ma fenêtre d'émission devient alors 5, 6, 7 et la fenêtre de réception reste toujours à 0, 1, 2. Si la machine d'en face me demande la trame 7, eh bien ma fenêtre d'émission va passer 7, 8, 9. Oui, mais je compte sur 3 bits, donc 7 plus 1, 8, modulo 8, je pose 0 et je retiens 1. Ma fenêtre d'émission devient donc 7, 0, 1 et ma fenêtre de réception reste à 0, 1, 2. On voit que je peux acquitter ou je peux ne pas acquitter de manière régulière. Cela veut dire que je dois gérer le temps et la priorité des différentes tâches. Dans le protocole HDLC, on va déterminer 3 temporisations, petites, moyennes et longues, qui répondent au nom de T2, T1, T3, respectivement, dans la description du protocole. La temporisation petite est le délai maximum pour élaborer une réponse. Cela veut dire que, à expiration, la tâche de construction de la réponse doit devenir très prioritaire pour que la réponse soit fournie à temps à celui qui veut cette réponse. Celui qui veut une réponse arme la temporisation moyenne, c'est le délai maximum pour recevoir cette réponse. À expiration, on supposera qu'il y a eu une trame de perdu, qu'il s'agisse de la commande ou de la réponse. Enfin, la troisième temporisation vise à s'assurer qu'il y a encore de la vie, c'est-à-dire que si on a un silence très très long sur la ligne, on devra contrôler la présence de l'interlocuteur. Pour illustrer notre propos, définissons les temporisations à armer quand. Quand on émet une demande de connexion, SABM, je dois avoir une réponse. Je dis bonjour à quelqu'un, j'attends une réponse. Je dois donc armer la temporisation moyenne. Lorsque je reçois une demande de connexion, SABM, ça veut dire que quelqu'un vient de me dire bonjour. Je dois donc lui répondre impérativement, rapidement. Puisque je dois répondre, j'arme la temporisation petite.
quand je dis au revoir à quelqu'un, c'est-à-dire que j'émets la demande de déconnexion, disconnect. J'attends une réponse, j'arme la temporisation moyenne. Lorsque je reçois une demande de déconnexion, disconnect, je dois impérativement répondre rapidement, j'arme la temporisation petite. Lorsque je réponds à une demande de connexion, on m'a demandé de me connecter, je réponds, il s'agit d'une réponse, je n'attends rien de spécial. Donc j'arme la temporisation de longue. Il en va de même lorsque je reçois une réponse de connexion positive, eh bien, je n'attends rien derrière, j'arme la temporisation longue. Il en va de même également pour la déconnexion. Lorsque j'émets une réponse de déconnexion, EUA, je n'attends plus rien. Mais cette fois-ci, je me moque effectivement de ce qui va se passer. Donc, je me moque de la suite, je n'arme plus aucune temporisation. Il en va de même lorsque j'ai reçu la réponse de déconnexion. Lorsque j'émets la dernière trame de la fenêtre d'émission, eh bien, je dois arrêter d'émettre et je dois attendre impérativement une réponse. Donc, j'arme la temporisation moyenne. Lorsque je reçois la dernière donnée de la fenêtre de réception, eh bien, là aussi, je dois répondre. Donc, j'arme la temporisation petite. Quand je reçois un acquittement, je n'attends rien de spécial en retour, donc j'arme la temporisation longue. Et par défaut, quand on émet une donnée, eh bien, on n'attend rien, donc on arme aussi la temporisation longue. Vous voyez que le schéma de gestion du temps est relativement simple. Maintenant, voyons la gestion des erreurs. Toute trame fausse est jetée. Une trame est donc réputée non reçue et surtout non signalée. Cela veut donc dire qu'on détectera a posteriori la perte d'une trame d'information, soit sur expiration d'une temporisation, soit parce que je vais recevoir des trames d'information déséquencées. Supposons que la trame 0 soit perdue, eh bien, je recevrai directement la trame 1. Mais moi, j'attendais la 0. Je suis donc dans une logique d'information déséquencée. On va donc pouvoir ainsi rapidement identifier la trame fautive et réémettre cette trame, voire réémettre aussi les suivantes. Sur HDLC, il faut se rappeler que la numérotation des trames d'information est réalisée sur 3 bits et va donc de 0 à 7. Les trames de supervision sont séquencées et portent le numéro de trame d'information attendue. Lorsque je reçois une trame de supervision avec un numéro attendu plus petit que le dernier numéro émis, cela n'est pas une erreur. Ça veut dire simplement que cette trame a été préparée avant de recevoir la trame d'information. Par contre, si je reçois une trame de supervision qui possède un numéro plus grand que le dernier numéro émis, alors ici, j'ai effectivement une erreur de protocole, ça veut dire que quelqu'un a parlé à ma place sur la ligne. Maintenant que nous avons vu les différents patrons, venons aux éléments d'algorithme type. Lorsque je dois envoyer une PDU de liaison de données, je vais d'abord déterminer l'adresse du secondaire en fonction du type d'échange. Puis, je mettrai le type de trame dans le type de la PCI. Si j'envoie une trame d'information, je vais recopier la variable VS, qui est le numéro de trame à émettre, dans le champ N de S. Et je pourrais incrémenter cette variable VS. Je serai ainsi prêt à pouvoir la recopier et l'utiliser pour l'échange suivant. Si ma PCI inclut le champ NR, alors je vais recopier la variable qui me décrit le numéro de la trame attendue dans ce champ NR. La variable VR est donc recopiée dans ce champ NR. Et je vais mettre à jour ma fenêtre de réception. Puisque j'acquitte, eh bien, je vais dire que je serai prêt à recevoir les trames VR, VR plus 1, VR plus 2. Ensuite, je vais armer la temporisation en me posant une question. Est-ce que je dois avoir une réponse à cette PDU? Si oui, j'arme la temporisation moyenne. Sinon, j'armerai la temporisation longue. Lorsque je reçois une PDU de niveau liaison de données, je vais tout d'abord contrôler l'adresse et le type de trame. Si c'est cohérent, je vais pouvoir continuer mon analyse. Si je reçois une trame d'information, je vais vérifier que le numéro de la trame correspond à celui que j'attends. Si ce n'est pas le cas, je vais armer une temporisation petite et je pourrai alors préparer ma réponse de rejet. Sinon, si j'ai bien le bon numéro de trame, eh bien je vais pouvoir dire que je vais être prêt à attendre la trame suivante, c'est-à-dire que je vais incrémenter la variable VR. Si ma trame est un type qui inclut le champ NR, toute réception d'une valeur NR me conduit à modifier ma fenêtre d'émission, qui devient alors NR, NR plus 1, NR plus 2. Et enfin,
Si j'ai une commande, je lancerai la préparation de la réponse. Pour armer la temporisation, je vais me poser la question suivante. Est-ce que je dois impérativement répondre? Si oui, j'armerai la temporisation petite. Dans tous les autres cas, je armerai une temporisation longue, sauf une fois où on me dit DM, si je ne veux pas donner suite à une information de déconnexion. Vous pouvez ici débuter un exemple entre deux machines A et B. Vous pourrez compléter chaque trame en indiquant les adresses qui vont circuler et également en vous posant les questions de quelle temporisation dois-je armer, quelle variable dois-je mettre à jour, quelle fenêtre dois-je mettre à jour. Commençons ensemble. Lorsque la liaison A veut communiquer avec la liaison B, elle va commencer par se connecter. On envoie donc SABM avec un bit PA1 pour éviter les collisions d'appels. Comme je fais une demande de connexion, j'attends impérativement une réponse. La machine A va donc armer la temporisation moyenne. La machine B, qui reçoit cette demande de connexion, doit impérativement répondre. Elle va armer la temporisation petite. Lorsqu'elle enverra sa réponse, elle pourra initialiser des traitements pour mettre à jour ces variables, numéro à émettre, numéro attendu, fenêtre d'émission, fenêtre de réception. Et quand j'enverrai la réponse, je n'attends rien en retour, j'armerai donc la temporisation longue. Quand la machine A va recevoir cette réponse, elle pourra à son tour initialiser ses variables VS, VR, WE, WR et armer la temporisation longue. Lorsque j'envoie une première trame d'information, je vais incrémenter la variable VS, je recopierai VR dans le champ NR, ma fenêtre de réception restera évidemment là à 0, 1, 2, et je n'attends rien en retour, j'arme la temporisation longue. Lorsque B va recevoir cette trame d'information, il reçoit la trame numéro 0, il pourra donc attendre la trame d'information 1, mais n'a rien à produire en retour. Il arme aussi la temporisation longue. J'envoie la trame d'information suivante en procédant de même. B procédera de même. Par contre, lorsque je vais envoyer la dernière trame de la fenêtre, je vais incrémenter VS qui passera à 3. 3 est alors supérieur à la fenêtre d'émission. Je serai alors obligé d'attendre une réponse. J'arme donc la temporisation moyenne. Lorsque B va recevoir cette trame d'information, INS égale 2, NR égale 0, P égale 0, B s'aperçoit que la trame est correcte et va incrémenter VR. Mais le numéro attendu va dépasser sa fenêtre de réception. Il s'aperçoit donc qu'il doit impérativement répondre. Il arme donc la temporisation petite. Lorsque B va construire la réponse, il recopiera VR dans le champ NR et il mettra donc à jour la fenêtre WR qui passera ainsi à 3, 4, 5. Comme c'est une réponse, je n'attends rien en retour. Puis, on aura la même chose sur A. A pourra alors mettre à jour sa fenêtre WE qui passera à 3, 4, 5 et A armera la temporisation. Dans l'échange suivant, nous voyons que A envoie encore une trame d'information et que B reçoit cette trame d'information. Ensuite, B va envoyer à son tour des données. Notons que B va à la fois mettre à jour VS et recopier VR dans le champ NR. Donc sur cet envoi, B mettra également à jour la fenêtre de réception qui passera à 4, 5, 6. B a ainsi acquitté une trame d'information par une autre trame d'information. Lorsque A reçoit cette trame d'information, A va mettre à jour sa variable VR et A voit également le champ NR à 4. A peut donc mettre à jour sa fenêtre d'émission WE qui passe alors à 4, 5, 6. Et on continue ainsi de suite sur l'ensemble de l'exercice. Le pointage de vérification est le dernier patron que nous verrons. Il permet de vérifier le séquencement. Un pointage de vérification peut se voir un petit peu comme une voiture balai qui va refaire tout le parcours qu'une trame d'information et son acquittement aurait dû faire. C'est une trame de type RR ou RNR en mode commande. On met donc l'adresse du destinataire et on met un bit PA1 demandant une réponse immédiate. La réponse sera reçue en retour avec un bit FA1. On armera donc une temporisation moyenne lorsqu'on va émettre ce pointage de vérification. Celui qui le reçoit armera une temporisation petite, T2. En confrontant le numéro attendu, eh bien, on pourra savoir si on a perdu une trame d'information ou un acquittement. Par exemple, dans notre exemple, on avait une trame d'information 0 avec un bit PA1, on attendait une réponse immédiate. La machine distante nous répond qu'elle attend la 1. On peut en conclure que c'est l'acquittement qui a été perdu.
Nous vous proposons maintenant dans cet exercice de le compléter pour pouvoir déterminer comment les erreurs sont corrigées par un rejet ou par des pointages de vérification. Vous pouvez également réfléchir pour déterminer quelle doit être la valeur du bit F d'une trame de rejet, sachant que cette valeur est une réponse à la trame erronée qui a été perdue.